Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match entre Villarreal et le FC Barcelone. Déplacement très difficile pour le FC Barcelone pour le compte de la sixième journée de Liga. Un match, comme je disais, très difficile. Mais avant de parler de ce match, on reviendra un petit peu en arrière pour parler du match de la défaite face à Monaco jeudi soir. Je n'ai pas eu la chance d'y revenir d'une manière assez longue. Je vais pas faire 15 minutes là-dessus, mais je voulais revenir sur les problèmes, ce qui n'a pas marché, ce qui a été mauvais, ce qui a été bon. Il y a eu quand même de bonnes performances de certains joueurs et on reviendra bien sûr sur la très mauvaise performance de Ter Stegen. J'en parlerai un petit peu. Après ça, on reviendra sur l'avant-match. J'analyserai un peu ce que Hansi Flick a dit pendant la conférence de presse. Ça n'a pas été vraiment, il n'y a rien vraiment à dire. Il a dit quelques trucs, je vais revenir là-dessus. Après, je vais parler de cette équipe de Villarreal, équipe très très joueuse, équipe très dangereuse, surtout chez elle à domicile là-bas au Stadio de la Ceramica, un match qui s'annonce chaud bouillant. Après, je donnerai bien sûr mon équipe probable pour le FC Barcelone avant d'entamer ce match, en compte tenu des absents et peut-être des joueurs qui vont être laissés au repos. Peut-être une petite rotation, peut-être il va venir avec l'équipe titulaire. On va voir ça tous ensemble. Avant de commencer cette vidéo, avant de commencer cet avant-match, merci à tous ceux qui prendront 1 ou 2 secondes pour liker, partager, commenter et s'abonner. Ça m'aiderait beaucoup pour grandir sur YouTube. Comme vous pouvez le constater, je viens de commencer et j'ai besoin de votre soutien pour aller le plus haut possible. C'est parti donc pour cette vidéo avant match, mais avant, comme je l'ai dit, on va revenir sur la défaite de jeudi soir. Je voulais pas vraiment faire de réaction à chaud parce que j'aurais dit beaucoup de trucs que j'aurais regretté. Mais bon, la défaite est décevante. Elle n'aura pas eu lieu d'être, en vérité. Parce qu'on commence bien le match. On a eu 10 minutes assez, on va dire, on a pressé haut, on a continué sur la lancée de ce qu'on a produit en Liga, un gros pressing individuel sur les joueurs clés qui ont porté le ballon du côté de Monaco, Thilo Kehrer, Lamine Camara, tout ça au milieu de terrain. Et après est venue la sanction, et la sanction n'est pas venue de l'AS Monaco, elle est venue de chez nous. Et bien sûr, je parle de Marc-André Ter Stegen, notre vaillant et guerrier capitaine. Je dis ça avec beaucoup de calme parce qu'en vérité, il n'a pas la gueule d'un capitaine, soyons honnêtes. Ter Stegen, il nous a sorti encore une fois une prestation assez merdique, assez mauvaise. Des relances ratées, la relance qui nous coûte le match en fait, parce qu'il a fait une mauvaise passe à Eric Garcia et Eric Garcia a perdu la balle. Minamino a surgi derrière lui, il a pris la balle. Je ne pense pas que c'est la faute d'Eric Garcia là-dessus. On veut pas Eric Garcia dans ce match-là, dans cette action-là, parce que je tape sur Eric Garcia parce qu'il nous a pas fait de bonnes performances depuis qu'il est au FC Barcelone, mais pour une fois, c'est pas lui le fautif. Pour une fois, c'est pas lui le fautif. Le fautif, c'est Ter Stegen. Donc, il fait comme la faute, carton rouge, dernier défenseur. Y a rien à dire. Après, c'est pas que cette faute. Moi, tout le monde, je vois sur les réseaux depuis 2 jours, tout le monde lui tombe dessus sur cette action, parce que c'est l'action qui condamne le match. On va dire, parce que après ça, le Barça est amoindri, Monaco est chez elle met la pression, et le Barça a été fébrile pendant un bon moment jusqu'au but de Lamine Yamal. Mais c'était pas la seule erreur. Sur le but d'Akliouche, terre statique, il aurait dû faire quelque chose quand même. Je sais qu'il a anticipé sur
le côté ouvert et il lui a mis croisé, certes. Mais regardez, par exemple, sur le but de Lamine Yamal. Il fait la même chose. Il part, il rentre dans la surface, le gardien anticipe dans le côté ouvert, mais Lamine Yamal tire croisé. Mais qu'est-ce qu'il fait le gardien? Il saute, il tente sa chance, il tombe, peut-être il va l'arrêter. Bon, certes, sur le coup, il n'a pas, Lamine Yamal a marqué, mais le geste, il a sauté pour essayer d'avoir la balle. Mais notre bon Ter Stegen, Ter Statique, qui nous fait des matchs calamiteux depuis 1 an maintenant. Depuis la saison où on a gagné le titre, depuis la dernière saison de Xavi, la saison précédente, il nous sort des matchs calamiteux. Depuis qu'il a fait ses implants, qu'il est parti en Turquie se refaire les cheveux, on dirait qu'on lui a enlevé un bout de cerveau. Il a oublié tout ce qui était en relation avec comment devenir un bon gardien. Il a perdu ça dans l'opération, les gars. Les gars, je sais pas, depuis qu'il a refait ses cheveux, et c'est pas pour dire qu'il a refait ses cheveux, tout ça, mais c'est juste un constat. Ter Stegen avec une calvitie était bien meilleur. Mais maintenant, Ter Stegen, depuis qu'il s'est refait les cheveux, la saison dernière, il a eu des problèmes de dos, donc il n'a pas joué pendant, je sais pas, 10 matchs, je crois. Iñaki Peña, il a fait ce qu'il a pu, mais Iñaki Peña, c'est pas vraiment le niveau du Barça. D'ailleurs, il faut qu'on s'en débarrasse. Mais la situation économique du Barça condamne notre club. Elle condamne notre club parce que je veux pas tirer des conclusions hâtives, dire que Ter Stegen doit partir comme j'ai vu dans les réseaux sociaux, Ter Stegen out ou je sais pas. Non, je pense qu'il y a des moyens beaucoup plus. Déjà, il faut qu'il se remette en question lui-même. Parce que même la conférence, là, qu'est-ce qu'il a dit dans l'après-match? Il prend pas ses responsabilités parce que c'est lui le fautif principal. Et il dit, je me sens mal pour Eric Garcia. On a eu un moment de miscommunication. Il aurait dû venir, j'aurais dû partir, là, j'aurais dû mettre la passe avant, blablabla. Et on est tous les deux fautifs sur l'action. Mais non, c'est toi le fautif sur l'action principale. Et t'es le capitaine. Tu dois porter tes responsabilités. Remettons en question quand même. Depuis maintenant 1 an, tu nous fais des prestations nulles. Tu es nul, Ter Stegen, en ce moment. Comme Piqué l'a dit il y a, je crois, 2-3 ans, chaque tir que le Barça, presque chaque tir que le Barça subit, se transforme en but. Et moi, je ne reste pas sur cette mauvaise relance. Mais tout son match a été nul. Des relances ratées. Après ça, il a fait beaucoup de relances ratées. Il n'a pas été serein sur sa ligne. À un moment donné, il dégage. Il y a eu un corner. Il dégage. Et il sort pour mettre le point. Il dévie mal la balle du point. Ça part derrière lui. Mais c'est pas possible. Le match contre Monaco, il fait un match dégueulasse. Et déjà sur le deuxième but, parce que j'ai revu le deuxième but de Monaco. Je croyais déjà qu'il était fautif à la base. Parce que le ballon vient sur lui, il saute un peu hasardement sur le côté, le ballon lui tape la main moite, ça rentre derrière. Mais après, j'ai vu l'action, j'ai vu la photo là. Mais il a plongé les yeux fermés. Qu'est-ce que tu peux croire qu'il va arrêter la balle? Il est parti, il a sauté les mains fermées, les yeux fermés, pardon. Qu'est-ce que tu vas arrêter une frappe quand tu vas comme ça? Tu vas comme ça, qu'est-ce que tu vas arrêter une frappe? Ça, c'est moi quand je suis gardien, là, quand on joue, là, au quartier. Même moi, je ferme pas les yeux. Même si je prends la balle dans la tronche, je ferme pas les yeux. T'es un gardien de but. Tu t'es engagé à être un gardien de but, donc, t'ouvres les yeux, je sais pas, moi, fais quelque chose. Et c'est pas seulement pendant ce match. Le match dernier contre Girone, le but qu'on prend, c'est une mauvaise anticipation. Je sors pas. Après, il sort, il se fait prendre la balle. Derrière, il y a un but. Le but contre le Rayo. Il est fautif. Faute de main. Balle, frappe au premier poteau.
similaire à celle d'Akliouche, un peu plus forte, mais frappe au premier poteau. Il couvre pas son premier poteau. Et il a pas la main ferme là-dessus. Je sais pas, il n'arrête jamais un penalty. Le dernier penalty qu'il a arrêté, je crois que c'était lors d'une séance de penalty face à la Real Sociedad, où il nous a arrêté 2 penaltys, je crois, en demi-finale de Supercoupe d'Espagne qui s'est passée en Arabie Saoudite. Je crois que c'était en 2021, 2022, à l'époque où était Griezmann. Je crois que c'était sous Coman. C'est la dernière fois où il a arrêté un penalty, frère. Dans les penaltys, il est devenu nul. Dans ses relances, il est devenu fébrile, il n'est pas serein. Sur ses sorties aériennes, il n'est pas bon. Mais il faut se remettre en question, monsieur Ter Stegen, là. Parce que, euh, vu la situation économique du club, on est parti pour 2-3 saisons avec toi. Hein. Et je vous cache pas que je suis pas serein. Mais bon, il n'y a pas eu que lui, hein. Inigo Martinez. Le bon vieux Inigo Martinez. Il a fait un bon début de saison. Hein. Il n'est pas mauvais lors du début de saison et les matchs en Liga qu'il fait, il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais, défense solide, tout ça, il est bon défensivement. Bon, les relances, c'est pas vraiment son fort, mais ça tient quand même la baraque. Mais lors du match là contre Monaco, il a été fébrile, il a été mauvais. Il a été mauvais. Koubarsi aussi a été mauvais, mais Koubarsi a été meilleur parce qu'il a fait beaucoup de retours défensifs. Il a bloqué à je ne sais combien de fois les ballons lors des frappes monégasques. Mais Inigo Martinez, il est passé totalement à côté. Il a failli provoquer un penalty. Déjà, il couvre la balle, il couvre le hors-jeu. Il couvre l'attaquant de Monaco sur le but, sur le deuxième but. Il revient pas, il se replace pas assez vite. Donc, la passe qui part derrière lui, Koubarsi saute, mais le ballon lui passe au-dessus. Il y avait hors-jeu à ce moment-là, mais Inigo Martinez couvre. Derrière, il essaie de se rattraper, mais le petit jeune de Monaco, là, il a 18 piges. Toi, t'as 34 balais, je sais pas combien t'as. Tu vas pas le rattraper. Et le penalty, pour moi, il y a penalty pour Monaco. On se cache pas, même si le Barça aurait égalisé à 2-2, j'aurais dit que Monaco aurait dû bénéficier d'un penalty. Parce qu'en vérité, il bloque le pied d'appui de l'attaquant monégasque, je crois que c'était Balogun. Il lui bloque la jambe et il touche le ballon seulement après que Balogun tombe. Pour moi, il y avait penalty là-dessus. Mais l'arbitre ne nous a pas sifflé, autant pour nous. Mais bon, des performances, des mauvaises performances quand même. Et pour moi, le troisième fautif, à côté de, on va le mettre. Bon, avant que je parle du troisième fautif, il y a quand même à souligner la performance inexistante de Robert Lewandowski en attaque. Parce que oui, je veux bien, on a été amoindri, on a été mis à 10 direct, donc ça a conditionné le jeu offensif du FC Barcelone, tatati tatata. Mais quand le Barça arrivait à ressortir les ballons, notamment grâce à Lamine Yamal et Pedri et Casado, Lewandowski, il n'était pas là. Il était absent. Même quand on essayait de le trouver en pied d'appui, lors des rares moments où Ter Stegen nous sortait des bonnes relances, Lewandowski, mauvaise déviation, contrôle la balle et il temporise trop, donc les Monégasques reviennent sur lui, donc il perd la balle. Il n'a pas été dans le bon tempo. Bon, je veux bien que Hansi Flick dit qu'il a fait une bonne performance, tout ça. Hansi Flick, on connaît. Bon, il va pas tomber sur tous ses joueurs quand même. C'est quand même une question de communication. Il va pas tomber sur tous ses joueurs. Mais je suis sûr dans le vestiaire, il lui a dit bon Robert, c'était quoi ça? Compte tenu du caractère d'Hansi Flick, on a vu quelques vidéos lorsqu'il était sélectionneur de l'Allemagne pendant la pause, il est envoyé. Hein. C'est pas quelqu'un qui se cache. Là, en conférence de presse, voilà, pour les médias, pour les supporters, voilà, il essaye de garder une image solide, il essaie d'envoyer une communication. Bon, il soutient ses joueurs, il est avec son joueur, il est avec et voilà. Mais en vérité, bon. Et la raison numéro 3 de la défaite, selon moi, face à Monaco, c'était Hansi Flick.
Non, je veux venir en me disant si flic, voilà, tu lui tombes dessus, tu tombes ta veste. Non, pas du tout. C'est juste que dans ce match, il a eu à mon avis, à mon goût, on peut être d'accord, pas d'accord, il a eu une mauvaise gestion du match. Parce que certes, on sort à 10 au bout de 10 minutes, on est à 10. Tu te dis, tu veux pas faire de changement. L'équipe, on garde l'équipe comme il est pendant la première période. On voit ce qui se passe. On a réussi à égaliser, ce qui était une bonne chose. Deuxième mi-temps, on rentre. On se dit, ouais, pas de changement. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu quand même, il y a quand même des trucs à faire. Bon, il a remis Pedri avec Casado en double pivot. Lewandowski a été scellé. On a presque joué en 4-4-1. Et après, deuxième mi-temps, à la mi-temps, tu vois, pas de changement. D'accord, ok. Ça passe toujours. 60e, pas de changement. 75e, 70e, pas de changement. 75e, pas de changement. On se dit, qu'est-ce qui se passe? L'équipe est en train de souffrir. Et bon, je veux bien aussi qu'on n'a pas beaucoup d'armes défensives sur le banc, mais la moindre des choses, d'injecter du sang frais dans ce match. Dans cette équipe, ils sont cuits, les mecs. 70e, pas de changement. 75e, pas de changement. T'attends jusqu'à la 84e minute. Tu fais sortir Lamine Yamal, Lewandowski, pour faire entrer Sergi Dominguez et l'autre latéral, là, je me souviens plus de son nom. Tu sors deux atouts offensifs pour me faire entrer deux atouts défensifs. Et tu sors aussi Kubarsi pour me faire entrer Ferran Torres. Bon, Ferran Torres, on s'en fout. Moi, je voulais d'Ansu Fati. Ansu Fati aurait fait du bien. Je pense s'il aurait fait entrer Ansu Fati à la place de Lewandowski vers la 60e minute, on a eu quand même quelques situations de contre-attaque intéressantes où on manquait cruellement de numéro 9. Parce que Lamine Yamal et Rafinha partaient sur les côtés comme des fusées et Lewandowski, il traînait derrière. Lewandowski, quand même, c'est un bon joueur, il est bon athlétiquement, il est fit, mais c'est pas Lamine Yamal, c'est pas Rafinha au niveau de la vitesse. Mais si t'avais un Ansu Fati qui suivait les deux autres derrière, tu t'aurais trouvé dans des situations assez favorables à mon avis. Mais bon, c'est juste pour souligner les points, quelques points faibles, les raisons de la défaite, selon moi. Mais le match n'a pas été complètement à jeter. On a eu quand même des satisfactions malgré la défaite, malgré le gros nuage le gros nuage noir qui a été Ter Stegen sur ce match, qui nous a plombé le match, il nous a tué le match dès la 10e minute. Mais ça n'enlève pas à la grande performance XXL de certains joueurs. J'en nommerai 4. Il y a Jules Koundé, que j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Il a fait un bon match malgré tout. Défensivement, il a été solide. Il s'est pas fait prendre vraiment par l'attaquant monégasque sur son côté. Euh, Pedri qui a fait quand même un bon match. Il est parti pour jouer numéro 10, mais à bout de 10 minutes, le carton rouge a fait que il est redevenu un numéro 8 en double pivot avec Casado. Euh, Bon match de Pedri, propre techniquement, propre dans la relance. Il a joué intelligemment, il a temporisé quand il fallait, il a fait des passes à l'avant quand il fallait. Il a joué combiné avec Lamine Yamal, avec Koundé, tout ça. Il est monté quand même faire des efforts offensifs. Donc il a été comme un électron libre, un joueur du genre box-to-box. Il a fait ça pendant le match. Il était vraiment cramé lors de la fin du match. Je pense qu'il était fatigué vraiment. Voilà. Une autre courte satisfaction, Lamine Yamal. Lamine Yamal, comme toujours, il est considéré maintenant depuis un bon moment. Vraiment, il a changé de statut. Il est devenu beaucoup le considèrent dans le top 10 du Ballon d'Or, hein, alors que le Barça n'a pas fait de top performance l'année dernière. Mais grâce à son euro magnifique avec l'Espagne, il est considéré comme top 10 Ballon d'Or. Certains le disent generational talent, ce qui veut dire talent générationnel. On parle du nouveau Messi, tout ça. Vas-y, mollo quand même avec tout ça. Il a que 17 ans. Vas-y, donne-lui du temps pour devenir quelqu'un de confirmer. Je ne dénie pas son talent, il est vraiment très avancé pour son âge. Il est sur les pas des joueurs comme voilà, Lionel Messi, Thierry Henry, on va dire, voilà, Cristiano Ronaldo, tout ça.
dans des gars très avancés pour leur âge. Tu vois ce que faisait Cristiano Ronaldo, Messi, tout ça à 17-18 ans. Ça se tape, le niveau se tape un peu quand même. Il est dans cette lancée-là, on va dire. Premier but en Champions League, très heureux pour lui. J'espère que c'est le premier pour une longue série. J'espère qu'il en marquera 90, 80, 100 buts. Peut-être qu'il passera Cristiano, je pense pas, mais c'est pas vraiment son style. Il est pas vraiment un serial buteur. Comme on dit, c'est vraiment un mec qui fait il est beaucoup plus altruiste que ça. Là, il met quand même des buts. C'est quand même son troisième but en une semaine. Il a mis un doublé contre Girona et il marque contre Monaco. Donc, mais c'était c'était son premier but en Champions League, pardon. Donc, il a fait du boulot, il a fait son taf. On le remercie. C'était l'une des satisfactions de la première mi-temps. Il a fait les efforts, même si l'AS Monaco a quand même mis un plan anti-Yamal. C'est quand même important de le souligner, c'est quand même important de dire ça. À 17 ans, on lui met déjà des stratégies pour le bloquer. On a eu Vanderson, latéral droit de base, qui est venu à gauche juste pour marquer pour marquer Lamine Yamal. Et il y avait aussi le milieu de terrain qui venait en soutien. Il lui a mis une prise à 2, une prise à 3, je sais plus combien. Quand même, ça parle du volume de Lamine Yamal, de son statut, de ses qualités. Euh, J'aurais jamais assez de bonnes choses à dire sur lui parce qu'il y en a tellement. Je vais peut-être partir. Si je pars comme ça, je vais mettre 20 minutes à juste parler de Lamine Yamal. Et autre joueur qui m'a époustouflé lors de ce match, c'est Casado. Casado a fait un match de patron, un match. C'est son premier match de Champions League. Premier match de Champions League à l'extérieur, à Louis II, réduit à 10, et il nous sort une performance pareille. Il met une superbe passe pour le but de Lamine Yamal, et il est bon défensivement, il s'arrache. Je compare un petit peu à Gavi, c'est quand même un petit peu le style de Gavi, très combattant, très acharné, il a la grinta, il a ce qu'il faut. Il se donne, c'est vraiment une grande satisfaction de ce début de saison. Continue comme ça, j'espère que tu seras épargné par les blessures et tu nous feras une très bonne saison avec nous. Donc c'était pour parler du match face à Monaco, très déçu du résultat, très en colère envers les fautifs que je viens de nommer, très satisfait des joueurs qui ont fait le taf. Euh, et maintenant, place au match face à Villarreal. Déplacement difficile, comme je l'ai dit, à la Ceramica. L'année dernière, on a gagné 4-3 là-bas, un match prolifique. D'ailleurs, les deux matchs qu'on a eu face à Villarreal l'année dernière ont été prolifiques. On a gagné le match aller chez eux, ils nous ont battus chez nous 5-3. Oui, on a pris 5-3 face à Villarreal l'année dernière. Euh, C'était une équipe pénètre dans les buts pour souligner les supporters Stegen, mais bon. Déplacement difficile. Alors, lors de la conférence de presse d'aujourd'hui ou d'hier soir, ça dépend au moment où vous regardez la vidéo, Hansi Flick il a parlé de tout et de rien. C'était un peu, si je pouvais analyser, c'était vraiment global, pas vraiment de choses à dire. On lui a posé des questions sur Ter Stegen, sur la défaite, et il a été vraiment vaste. Il a dit que Ter Stegen était un grand gardien, que l'erreur est humaine, tout ça, tout ça. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est ce qu'il a dit par rapport à Ansu Fati. On lui a posé la question sur Ansu Fati, que pensez-vous de son retour, ce qu'il fait dans les entraînements, tout ça. Et il a dit qu'il aimait beaucoup Ansu Fati, il aimait beaucoup son style de jeu, il aimait beaucoup sa façon de jouer et il a besoin de temps, il a besoin de minutes de jeu pour pour être capable de concurrencer Rafinha, on va dire, parce que c'est sur son côté qu'il qu'il va jouer. Donc il dit que voilà, il a besoin du temps de jeu, il a besoin de rythme, tout ça, il va reprendre tout ça avant de devenir un prétendant à une place de titulaire. Il a aussi parlé
des retours de Frankie de Jong et Gavi aux entraînements. Il a dit même s'il était satisfait et qu'il était ravi qu'ils reviennent à l'entraînement collectif avec le groupe. Mais il faut pas s'enflammer non plus, il faut leur donner du temps de vraiment se redevenir à 100%, parce qu'ils, d'après lui, ils reviennent de blessures assez complexes. L'un, ligament croisé plus ménisque, l'autre, une cheville qui est, on va dire, fragile. Du coup, il demande, il veut pas précipiter les choses, il veut qu'il leur donne un peu de temps pour revenir à 100%. Il y a quand même assez de matchs dans la saison, donc il y aura vraiment une gestion. Il s'est focalisé aujourd'hui sur la gestion, dire que la gestion des joueurs est très importante. Il faut protéger les joueurs, il faut protéger ceux qui jouent, ceux qui reviennent de blessures, ceux qui sont blessés. Il faut vraiment c'est vraiment. Et il a raison là-dessus parce que le football d'aujourd'hui tourne quand même à près de 60-70 matchs par saison, à compter la Champions League, les championnats réguliers, les coupes, les différentes coupes, les matchs internationaux, tout ça, les déplacements, c'est vraiment compliqué pour les joueurs. Du coup, il faut élargir les effectifs, il faut avoir. C'est pour ça qu'on dit on se marre de Chelsea beaucoup, mais ils sont pas cons quand même. Il faut le dire parce que certes, ils ont 1500 joueurs sous contrat, mais quand même, l'entraîneur, il a quand même un vivier de joueurs pour choisir ses effectifs. Et il tombera jamais en panne, lui. Il signe des joueurs des contrats de 6-7 ans, mais quand même, Chelsea a fait la bonne chose. Si on tient compte de ce qui se passe dans la situation des clubs. La situation des clubs aujourd'hui où tout le monde se plaint des matchs, beaucoup de matchs, peu de temps pour récupérer, tout ça. Donc, ça va. Chelsea fait un beau boulot dans ce domaine-là. Pour revenir donc à la conférence de presse, Hansi Flick qui dit qu'il faut faire un management des joueurs, une bonne gestion des joueurs. Il a notamment parlé de Pedri et Casado. Les deux joueurs étaient complètement euh, ils étaient terminés lors du match face à Monaco, ils étaient à plat, on va dire. Et on voyait Casado qui boitillait à la fin du match, il a pris un coup. Hansi Flick nous a rassuré, il nous a dit que c'était pas grand chose, il va bien à présent. Ils n'ont pas pris part à l'entraînement collectif, le dernier entraînement collectif. C'était juste une question pour les préserver, leur donner un peu de temps pour reprendre des forces. Pedri aussi, il dit que tout va bien et je pense qu'ils seront disponibles pour le match de demain. Sans plus, sans moins, il n'y a pas eu vraiment de trucs vraiment importants à souligner. C'est dans la lancée de la communication d'Ansiflick, il transmet de la positivité, de la sérénité, euh, pas vraiment des propos ou des commentaires qui vont choquer, qui vont faire parler. Il est tranquille, il est posé dans sa communication. Et on apprécie quand même cette communication-là, étant donné du fait que on vient de sortir avec Xavi. Xavi est très connu pour ses déclarations un peu polémiques, on va dire. Du coup, ça nous change un peu et ça donne une petite énergie pour l'équipe. Tous les problèmes qu'il y a au sein du club devraient se régler en interne. S'il y a quelque chose qui se va pas, qui ne va pas, il devrait être réglé en interne et ça devrait se passer comme ça dans tous les clubs. Mais on s'en fout de tous les clubs. On parle du FC Barcelone. Donc, après l'analyse de cette conférence de presse où j'ai dit qu'il n'y a pas vraiment eu grand-chose à dire là-dessus, on part sur une compo probable. Mais avant de parler de ça, de la compo probable, je voulais quand même dire deux, trois mots sur l'équipe de Villarreal. Villarreal, troisième, quatrième du championnat, mais avec ex aequo avec l'Atlético Madrid et le Real Madrid à 11 points chacun. Euh, Deuxième, une équipe
Je veux pas dire de statistiques alors que je suis pas sûr. C'est l'une des meilleures attaques de Liga. Il marque beaucoup de buts. Et paradoxalement, c'est l'une des meilleures défenses de Liga. Ils prennent pas beaucoup de buts. Une équipe solide, une équipe compacte, une équipe qui joue avec un système en 4-4-2, avec deux lignes de 4 très bien formées. Ça coulisse très bien. Il n'y a pas vraiment de faille. Il faut être vraiment patient pour ce match. Je pense que ce sera un match difficile pour les attaquants du FC Barcelone. Villarreal défend bien et part très, très fort en contre-attaque. Ils sont vraiment une équipe costaud. En plus, c'est chez eux, là-bas, à la Ceramica. Donc, ça va être un match très compliqué. Donc, équipe de Villarreal, une équipe très joueuse. Et j'espère qu'on fera quand même un résultat là-bas. Donc, c'était pour un petit mot pour Villarreal, pour les mettre en avant. Donc, on part sur la compo probable. La compo probable, selon moi, on n'a pas vraiment le choix. Donc, on va partir sur Ter Stegen en cage, Ter Statique en cage. En défense, on va faire du classique. On va faire Koundé sur le côté droit, Inigo Martinez et Koubarsi dans la défense centrale, Baldé sur le côté gauche. Il n'y a pas vraiment d'option pour faire une petite rotation comme ça, donc ça sera la défense. Double pivot, je vois bien euh, Pedri et Eric Garcia. Eric Garcia qui n'a pas joué, bon, il a joué que 10 minutes face à Monaco, donc il est frais. Donc je verrai lui, Eric Garcia en numéro 6, Pedri en numéro 8, dans un double pivot assez équilibré, on va dire. Sur le côté droit de l'attaque, on va retrouver notre bon vieux Lamine Yamal, le meilleur joueur de l'équipe, sans aucun doute. C'est quand même inquiétant à dire que que le meilleur joueur de l'équipe du FC Barcelone, c'est un gamin de 17 ans. Ça, c'est quand même très inquiétant de le dire. Mais bon, je pars aussi sur Rafinha en numéro 10, donc qui laissera son côté gauche, qui partira dans l'axe pour être un numéro 10, en soutien de numéro 9 qui sera Lewandowski, ce qui nous laisse le côté gauche de l'attaque. Je pense pas que Ansu Fati sera titulaire. Je ne pense vraiment pas qu'Ansu Fati sera titulaire, et vu que Ferran Torres ne sera pas disponible parce qu'il a pris un carton rouge face à Girona. Encore une fois, merci Ferran. Je pense selon moi, il n'a rien à perdre, franchement. Il pourrait commencer avec le petit Pau Victor. Pau Victor a sa chance, il aura une carte à jouer, je pense, lors de ce match. On peut aussi mettre, si vous voulez, on peut aussi mettre Rafinha sur le côté gauche et mettre Pablo Torre au milieu comme numéro 10. Pablo Torre est aussi joueur très, très intéressant. Il a été très peu utilisé par Hansi Flick jusqu'à présent. Je pense que c'est le moment. Soit tu mets Pablo Torre en numéro 10 et tu laisses Rafinha sur le côté gauche, soit tu recentres Rafinha en l'axe dans les positions derrière l'attaquant et tu mets Pau Victor sur le côté gauche pour commencer le match. Après, tu peux faire entrer en Fati, ça dépend de la physionomie du match. Tu peux le faire entrer à la mi-temps, tu peux le faire entrer à la 60e, 70e, 75e, tout dépend de la physionomie du match. Si on gagne, si on perd, si on fait match nul, c'est à l'entraîneur de décider, mais je pense qu'on va partir sur Rafinha en numéro 10 et le petit Pau Victor sur le côté gauche. Pour terminer, je vais donner mon petit pronostic. Hein, j'ai pris pas mal j'ai pris pas mal sur le pronostic du match face à Monaco parce que j'ai prédit une victoire du Barça 2-1 et que c'est Monaco qui a gagné 2-1. Du coup, j'ai inversé juste le vainqueur et le perdant. J'ai eu le bon résultat, mais c'était pas celui que je souhaitais. Je vais faire un petit pronostic assez osé. Vu la performance de Ter Stegen en ce moment, la défaite, tout ça, j'ai pris en compte tout ça. Je dirais quand même, je suis optimiste.
Je vais faire 2 pronostics. Hein. Je vais faire un petit peu 2 pronostics. Je vais la jouer safe. Le premier pronostic, le pronostic optimiste. Je vais dire victoire du FC Barcelone, soit 2-1, soit 3-2. Parce que je vois quand même le FC Barcelone encaisser des buts. Parce qu'on joue à l'extérieur avec une équipe qui marque beaucoup, qui est très forte offensivement. Nous aussi, on est très fort offensivement, meilleure attaque de Liga, tout ça, mais je vois soit une victoire 2-1, soit une victoire 3-2. Allez, je me jette à l'eau, je vais te dire 3-2 pour l'FC Barcelone. Je vais te dire des buteurs, je vais nommer Lamine Yamal comme buteur. Il va continuer sur la lancée de ce qu'il a fait lors des derniers matchs. Donc Lamine Yamal buteur. Je dirais Lewandowski qui reviendra sur le chemin des buts, qui retrouvera le chemin des buts, qui nous fera oublier sa performance minable face à Monaco. Du coup, je vais dire Lewandowski, je vais dire Lamine Yamal et je vais dire... qui on mettra pour le troisième? Allez, une petite surprise. Ansu Fati. Ansu Fati va entrer et va marquer. Voilà, ce sera 3-2. Et le pronostic assez moins optimiste, on va dire le pronostic réaliste. Je vois un match nul de partout. Match nul de partout, on enlèvera comme buteur, on enlèvera Ansu Fati. On va mettre Lamine Yamal et Lewandowski comme buteur. On va faire un match nul depuis partout. C'est mon pronostic réaliste. C'est ce que je pense. Caché tout en bas de cet optimisme, je pense quand même qu'on va faire un match nul. Je l'espère pas. J'ai d'ailleurs donné mon pronostic optimiste. Ce sera une victoire 3-2. Pour terminer cette vidéo, merci de vous abonner, merci de liker, merci de partager votre sentiment en commentaire. Je sais que c'était une vidéo assez longue. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire votre pronostic, qui sera la compo probable, qu'est-ce que vous avez pensé du match face à Monaco et qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui va se passer lors du match de demain face à Villarreal. Je vous lis en commentaire, merci de liker, vous abonner et partager cette vidéo. On se voit à la prochaine. À ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, peu importe, et visca le Barça jusqu'à la fin. Ciao!